magazine Pluriel. Étienne Nabédé. Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue à ce magazine Pluriel. En voici le sommaire. Le projet sensibilisation, action citoyenne participative et de veille contre la COVID-19 dans la région de la Kara a été lancé hier. C'est une initiative de l'ONG de développement cellules, université, entreprise qui veut offrir des opportunités aux populations de cette région pour un accès aux informations actualisées relatives aux bonnes pratiques de prévention et de changement de comportement contre le coronavirus. 25 ans d'existence de l'ONG Espoir Vie Togo, un anniversaire marqué par une conférence de presse bilan de ses activités. Espoir Vie Togo œuvre dans la prise en charge médicale, psychologique et sociale de la population. Au Mali, alors que le mouvement de contestation appelle à manifester la semaine prochaine, le président malien joue la carte de l'apaisement. Ibeka demande à son premier ministre de travailler à créer des conditions propices à la formation d'un futur gouvernement d'union nationale. Enseignement technique et formation professionnelle, le Togo revisite les programmes des filières industrielles. Objectif, adapter les programmes de formation aux exigences de l'heure en vue d'assurer une meilleure insertion professionnelle aux jeunes apprenants. Nous en parlerons dans ce magazine ce samedi avec notre invitée, Madame Yabi Yawa. Elle est la directrice adjointe de la pédagogie et programme au ministère de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'insertion professionnelle. Et puis, à suivre également dans ce journal Les Échos du Palais, les sports et la revue de presse. Mesdames et messieurs, bonjour et à nouveau bienvenue. Redynamiser le secteur de la musique au Togo, un échange a eu lieu hier entre le ministre en charge de la culture, Kossévi Egbetonyo, et le bureau de la Fédération togolaise de musique. Le président de la fédération, Ariel Dassanou, se félicite de la mise sur pied de cette structure qui va œuvrer désormais à l'épanouissement de la culture togolaise. Ariel Dassanou, que nous écoutons. Notre pays a toujours aspiré à avoir une fédération pour respecter le contexte de la sous-région et sur le plan international. Le secteur musical est composé de plusieurs disciplines. Nous avons identifié 4 corporations majeures pour créer cette fédération et qui vont maintenant aller vers d'autres associations pour agrandir la fédération. Et maintenant, nous allons travailler avec toutes les associations sans discrimination et porter très haut les couleurs de notre pays. Il va falloir quand même qu'on fasse l'état des lieux de notre culture togolaise pour définir une stratégie commune pour défendre valablement l'intérêt des artistes au Togo. Pour le ministre Kossévi Egbetonyo de la Culture, c'est un grand pas qui vient d'être franchi dans ce secteur en matière de modernisation de la culture de notre pays. Lorsque l'enfant naît, c'est la joie dans la famille. Cet enfant, c'est la fédération. Mais le tout n'est pas de donner naissance à un enfant. La création de la fédération n'est pas une fin en soi. Il fallait cette fédération pour offrir au gouvernement un interlocuteur. L'essor de la musique ne peut provenir de la seule action du gouvernement. Il nous faudra nous adresser à des partenaires. C'est vrai, le départ est toujours difficile. Je vais donc vous inviter à l'ouverture. Faites tout pour adhérer et fédérer le plus grand nombre, pour sortir la musique de ces sentiers battus. L'ONG de développement Cellules Université Entreprise CUE a lancé hier à Kara le projet sensibilisation, action citoyenne participative et de veille contre la COVID-19 dans la région de la Kara. En initiant ce projet, l'ONG entend offrir des opportunités aux populations de cette région pour un accès aux informations actualisées relatives aux bonnes pratiques de prévention et de changement de comportement contre le coronavirus. Frédéric Tchingelou de Radio Kara, il nous en parle. Le projet sensibilisation, action citoyenne participative et de veille contre la COVID-19 dans la région de la Kara est initié par l'ONG de développement Cellules Université Entreprise CUE.
Par ce projet qui a reçu l'appui financier de l'Union européenne, l'ONG CUE entend répondre à l'appel du chef de l'État demandant que tous les acteurs s'engagent dans la lutte contre la propagation du coronavirus en apportant tous leur contribution dans la riposte contre la pandémie. Miachi Alassane est le directeur exécutif de l'ONG CUE. Il donne des précisions sur la mise en œuvre du projet. Sur le terrain, nous allons diagnostiquer et faire une cartographie des bonnes pratiques traditionnelles et modernes dans nos communautés. Nous allons aussi renforcer les capacités de nos agents animateurs qui vont conduire le projet. Nous allons aussi passer aux actions de sensibilisation, d'information et de partage dans les cantons d'Awinjeleo, d'Achankpade, de Bou, de Benzende, de Lama et de Lassa. Le message qu'on peut retenir, c'est le changement de comportement. C'est amener l'attention à savoir que la maladie existe et qu'on doit se protéger. Le présent projet est prévu pour une durée de 2 mois et va toucher 6 cantons de la préfecture de la Kosa. Nous retrouvons M. Miachi qui fait la lumière sur les cantons choisis. Le choix de ces 6 cantons fait suite à une étude diagnostique qui a révélé que les 6 cantons sont les portes d'entrée des maladies à travers les voyageurs. Donc chaque canton joue un rôle dans la transmission de la pandémie. Le lancement de ce projet s'est déroulé en présence des chefs des cantons ciblés et a été marqué par la présentation du projet dans ses composantes. C'est M. Pacha Aklesso, chef division études et planification à la mairie commune Kosa 1, représentant le préfet de la Kosa et le maire de la dite commune qui a présidé la cérémonie. Il a invité les acteurs impliqués à jouer pleinement leur partition aux côtés de l'ONG CUE, étant donné que le mal n'a pas encore arrêté sa vague de contamination. Merci à toi, Frédéric Tingelo. 25 ans de vie pour l'ONG Espoir Vie Togo. Pour marquer cet anniversaire, Espoir Vie Togo a organisé une conférence de presse hier pour dresser le bilan de ses activités et faire une projection sur les 5 prochaines années. Créée depuis 1995, l'ONG intervient dans la prévention et la prise en charge médicale et psychologique de la population générale et des personnes vivant avec le VIH-Sida en particulier. Yadia Avognon Komlan, président du conseil d'administration de Espoir Vie Togo. Aujourd'hui, nous pouvons dire que EVT est en pole position dans la prise en charge des personnes vivant avec le VIH. Nous avons beaucoup d'expérience durant les 25 ans que nous apportons à nos partenaires et associations sœurs qui sont également engagées dans cette lutte. Nous disposons de notre siège dans lequel nous avons des laboratoires, nous avons le CMS, nous avons également progressé dans cette prise en charge. Avant, il n'y avait pas le médicament. Et aujourd'hui, nous avons tout à notre disposition qui permet de soigner les PVVIH. Après 25 années d'expérience sur le plan médical, l'ONG prodigue aujourd'hui des conseils sur l'utilisation des ARV. Dr Dapam Nina, médecin responsable du service médical à EVT. Le but du traitement par les ARV, c'est de diminuer fortement la quantité de virus dans le sang, donc la charge virale. Ainsi, pour suivre une personne qui a le VIH et faire en sorte que cette personne aille mieux, nous faisons l'analyse que nous appelons charge virale. Les ARV, les médicaments utilisés comme le VIH, c'est des médicaments efficaces qui, correctement pris au bout de 6 mois de traitement, peuvent amener la quantité de virus du VIH à des taux très bas. Le réseau des jeunes producteurs professionnels agricoles du Togo, Regipat, de la région centrale, a procédé récemment à une remise de matériel à Sokodé à 10 fermes écoles de l'agroécologie. C'est un geste de l'agriculteur français et développement international, une structure basée en France. Les 10 fermes écoles de l'agroécologie bénéficiaires de ce matériel sont installées dans les préfectures de Tchaoudjo, Tchamba, Sotouboua et Blita, dans le cadre de la mise en place du projet dénommé Promotion de l'agroécologie pour la promotion de l'environnement.
et s'est communiqué pour poursuivre ce journal en vue de la prochaine session consacrée à l'étude des dossiers relevant de ces missions. Le président de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication HAC porte à la connaissance des entreprises de presse et des professionnels de la communication que les demandes de délivrance des récépissés, de déclaration des parutions écrites et en ligne, des cartes de presse et d'autorisation d'exploitation des web télévisions et web radio sont reçues au siège de l'institution au plus tard le 21 août 2020 à 17h30. Tous les dossiers doivent donc être conformes aux dispositions de la loi numéro 2020-001 du 7 janvier 2020 portant code de la presse et de la communication en République togolaise. À cet effet, tous ceux qui ont déjà introduit des demandes sont invités à les actualiser sur la base des fichiers indicatifs disponibles au siège ou sur le site de la HAC. Tout dossier arrivé au-delà du 21 août 2020 sera rejeté. Un autre communiqué, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche porte à la connaissance des candidates et candidats au concours d'entrée à l'école africaine des métiers de l'architecture et de l'urbanisme et hameaux, 43e édition, session des 18 et 19 août 2020, que les épreuves écrites initialement prévues pour se dérouler à l'école normale supérieure d'ingénieurs ainsi sur le campus de l'Université de Lomé se dérouleront dans l'enceinte de l'école africaine des métiers de l'architecture et de l'urbanisme et hameaux, si à Tokoin Douma Cessé, à Dewi, aux mêmes dates. Notez bien, l'accès à la salle d'examen est soumis à la présentation d'une carte nationale d'identité ou d'une carte scolaire valide, ainsi qu'au respect scrupuleux des mesures barrières. Et pour clôturer cette page nationale, situation du Covid-19 au Togo en date d'hier en rappel. Cas actifs 296, cas guéris 710, nombre de décès 22, cas confirmés au total 1028, nombre total de tests sur l'ensemble du territoire 46 413. Au Burkina Faso, l'ex-conseiller de Blaise Compaoré ne s'avoue pas vaincu. Condamné pour 25 années après le putsch manqué de 2015 et inculpé dans l'affaire Sankara, Gilbert Diendéré reçoit beaucoup et se préparerait à écrire ses mémoires. Il suit de très près la situation sécuritaire de son pays. Âgé aujourd'hui de 60 ans, cet ex-conseiller de Blaise Compaoré ne rate pas une occasion de commenter les événements qui endeuillent le Burkina Faso depuis déjà trop longtemps. RDC, des partisans de Vital Kamerhe ont manifesté hier à Kinshasa pour demander sa libération. La manifestation interdite dans un premier temps a finalement eu lieu, la police ayant décidé de jouer la carte de l'apaisement. Les manifestants ont dénoncé un procès politique et une justice à deux vitesses visant à écarter un potentiel candidat à la présidentielle de 2023, alors que les hauts cadres du parti gardent encore espoir et disent attendre un acquittement à l'issue de ce procès en appel. Le Mali s'apprête à vivre une semaine quelque peu agitée après la trêve qui a marqué la fête de la Tabaski, alors que le mouvement de contestation appelle à une nouvelle manifestation la semaine prochaine. Le président malien Ibrahim Boubacar Keïta a demandé à son premier ministre de travailler à créer des conditions propices à la formation d'un futur gouvernement d'union nationale. Odette Pira. Une équipe restreinte et dont la mission s'annonce ardue. Les 6 membres du nouveau cabinet restreint du Premier ministre Boubou Sissi ont tenu leur premier conseil des ministres en fin de semaine avec objectif prioritaire parvenir rapidement à la mise en place d'un gouvernement d'union nationale incluant des membres du mouvement du 5 juin tel que souhaité par le président Ibrahim Boubacar Keïta. IBK demande à ses ministres de travailler autour de la normalité, de la concorde et de la paix sociale dans le but de créer des conditions
propice à la formation de ce futur gouvernement. Le cabinet de Boubou Cissé est également chargé de diligenter une enquête minutieuse et crédible sur les pertes en vies humaines ainsi que sur les atteintes aux biens publics et privés à Bamako, Kayes et Sikasso, en référence aux troubles liés aux manifestations anti-Ibeka des 10 et 11 juillet dernier. Autre priorité du gouvernement, faciliter la mise en œuvre des recommandations du dialogue national et l'indemnisation des victimes de la crise que connaît le pays. Enfin, il est aussi question d'œuvrer à l'application de l'article 39 du statut des enseignants au cœur d'une crise intense entre l'exécutif et les enseignants. Une feuille de route qui devrait donc permettre à ce mini-gouvernement de mettre en œuvre les recommandations du sommet des chefs d'État de la CEDEAO du 27 juin, bien que ce plan ait été rejeté par le M5. L'élection contestée de 31 députés n'est que la goutte d'eau qui a fait déborder le vase de la contestation. Et dans le contexte actuel, la démission des 31 députés concernés, pas plus que la nomination de nouveaux juges à la Cour constitutionnelle, ne semble pour le moment à même d'apaiser les tensions. Au Liban, la communauté internationale se mobilise. Après Emmanuel Macron, le président du Conseil européen Charles Michel est attendu à Beyrouth ce samedi et les chancelleries s'activent pour préparer la conférence des donateurs annoncée pour demain dimanche. Le président américain Donald Trump a annoncé également sa participation à la visioconférence. Une double explosion, rappelons-le, dans un entrepôt a fait mardi plus de 150 morts, plus de 5000 blessés, des dizaines de disparus et des centaines de milliers de sans-abri. Des appels à un grand rassemblement antigouvernemental circulent depuis plusieurs jours. Cette mobilisation devrait se tenir cet après-midi, place des Martyrs, à quelques centaines de mètres du lieu de l'explosion. Deuxième partie de ce magazine pluriel invité. Le ministère de l'Enseignement technique, de la formation et de l'insertion professionnelle a organisé le 28 juillet dernier à Lomé un atelier de validation des programmes révisés des filières industrielles. Il est question pour ce département ministériel de revisiter ces programmes afin de rehausser le niveau des apprenants dans les matières scientifiques. Autre objectif, il s'agit surtout de leur permettre de poursuivre les études supérieures sans difficulté majeure dans les cycles d'ingénierie et de doctorat industriel. La révision va toucher 6 séries industrielles. Quelles sont donc ces séries? Qui sera concerné par cette révision? Quelles sont les vraies attentes du gouvernement en adoptant une telle démarche? Nous recevons ce samedi Madame Yabi Yawa, épouse Pinero. Elle est la directrice adjointe de la pédagogie et programme au ministère de l'Enseignement technique, de la formation et de l'insertion professionnelle. Madame Yabi Yawa est interrogée par Odette Pira. Madame Yabi Yawa, bonjour. Bonjour, madame. Le ministère en charge de l'enseignement technique a décidé de revoir le programme des filières industrielles. Parlez-nous de ces filières. Je voudrais tout d'abord vous remercier pour cette opportunité que vous nous offrez au ministère de l'Enseignement technique, de la formation et de l'insertion professionnelle afin que nous puissions échanger sur ce que nous faisons à notre sein et principalement par rapport à la réforme que nous avons engagée. Et revenons maintenant sur la question. Je dirais que au niveau de l'enseignement technique et professionnel, nous avons 2 grandes filières. Nous avons la filière tertiaire qui concerne essentiellement les carrières administratives, et notamment le secrétariat, la comptabilité, le commerce. Et la filière industrielle, comme son nom l'indique, est tout ce qui est en lien avec la machinerie. Donc la filière industrielle, puisque c'est d'elle qu'il est question, compte 6 séries, à savoir la série E, que nous dénommons sciences et techniques. Il s'agit là de tout ce qui est en lien avec les sciences de l'ingénieur, les mathématiques et les sciences physiques. Il y a aussi la réalisation, la lecture et l'interprétation du plan d'un mécanisme. Bref, le dessin industriel et la manipulation des machines, outils courants. Nous avons aussi la série F1, dénommée construction mécanique,
À ce niveau, nous faisons la réalisation des pièces mécaniques et la maintenance des machines. C'est aussi tout ce qui est lié à la fabrication mécanique. La maintenance industrielle à travers des compétences en lien avec les domaines du dessin industriel et de la fabrication mécanique essentiellement, mais aussi le fonctionnement des mécanismes de base utilisés dans ces installations industrielles. La troisième série est la série FE, l'électronique. Là, nous parlons de la technologie des systèmes électroniques, analyse des circuits électroniques, l'installation et la maintenance des appareils électroniques. Bref, c'est tout ce qui est lié à la digitalisation, à la programmation des machines. Et avec la numérisation, nous disons que l'électronique, de manière générale, s'occupe maintenant plus de la commande digitale, l'automatisme, par exemple la programmation des ordinateurs, des machines automatiques, la fabrication, l'installation des portes automatiques, des commandes, des gadgets électroniques, des guichets automatiques. Bref, on utilise aussi l'ordinateur pour piloter les drones et fabriquer des robots. Nous avons la série F3, électrotechnique. Au niveau de cette série, nous faisons la conception et l'installation des circuits électriques industriels ou domestiques. La maintenance, il s'agit de la maintenance des machines électriques électromagnétiques, même les ascenseurs par exemple. Les spécialistes de la série F3 font l'interprétation des phénomènes électromagnétiques, la conception ou l'exécution d'un schéma. Nous continuons avec la série F4, le génie civil. Et là, le génie civil, nous pouvons dire que c'est l'ensemble des activités techniques nécessaires à la réalisation des constructions civiles. C'est le domaine des BTP, les bâtiments, l'hydraulique, le transport, la géotechnique, etc. Et enfin, la série TI1, chaudronnerie et tuyauterie industrielle. Il s'agit de l'analyse, de la planification des ouvrages en métaux en feuilles, la fabrication et le montage des charpentes métalliques, la fabrication de la tuyauterie métallique, la maintenance des structures portières. Voilà les 6 séries dont nous disposons au niveau de notre département. Alors, madame, dites-nous qui en sont les concernés. Les concernés sont les élèves titulaires du BEPC inscrits dans les classes de seconde, première et terminale de ces différentes séries précitées de l'enseignement technique et professionnel. Pourquoi la révision des programmes de ces filières maintenant? L'objectif visé par l'enseignement technique et professionnel est de permettre aux diplômés de ces filières de poursuivre les études supérieures techniques dans leur spécialité et dans de très bonnes conditions. En effet, nous nous sommes rendus compte que les bacheliers de nos séries industrielles éprouvent des difficultés d'accès et de maintien au niveau des études universitaires. Non seulement l'accès est très limité par rapport à la capacité d'accueil de ces industriels au niveau des universités, mais aussi ceux qui ont accès sont confrontés à un problème réel de niveau dans les matières scientifiques, notamment les mathématiques, les physiques et la chimie dans les 2 premières années de formation. Et c'est ça donc qui a motivé la révision de ces programmes. Revenons un peu, cette modification concerne quoi concrètement? Au cours de cette modification, nous allons revoir les programmes de ces 2 disciplines, les mathématiques et les sciences physiques, et nous allons donc les adapter à ceux de l'enseignement général désormais. Et par exemple, il y a la série E qui va porter les mathématiques et les sciences physiques de la série C au niveau de l'enseignement général, et les séries F, toutes les séries F et la série TI accueillent désormais les programmes de la série D, mais un peu réaménagé. Disons que dans l'ensemble, nous avons revu les programmes.
nous avons supprimé des contenus redondants et nous avons réaménagé les volumes horaires et les coefficients au niveau de certaines disciplines techniques et professionnelles. Et donc ces réajustements ont permis d'attribuer des volumes horaires et coefficients conséquents aux mathématiques et aux sciences physiques, puisqu'il s'agit pour nous de rehausser le niveau des élèves dans ces deux disciplines et leur permettre d'aborder l'enseignement supérieur dans la sérénité. Ce programme remis en cause remonte à quand? Ce n'est pas une remise en cause, mais plutôt une amélioration. Les programmes qui ont fait l'objet de révision sont en vigueur depuis 1996. Alors, pourquoi avoir attendu tant d'années avant de penser à une révision? Il est vrai que ces programmes n'ont jamais été évalués, mais nous n'avons pas attendu tant d'années comme vous le dites. Depuis les années 2012 déjà, des révisions ont été entamées par filière et par série. Et ces révisions ont concerné plutôt les aspects technologiques et professionnels. Et ceci par rapport aux évolutions technologiques en lien avec les exigences du marché du travail. Mais cet aspect des matières scientifiques est le résultat du suivi des taux de fréquentation et de réussite des bacheliers industriels dans l'enseignement technique dans les écoles supérieures d'ingénieurs. Ce constat n'a pas été une préoccupation majeure en tant que feedback. Et nous saisissons donc cette occasion pour remercier sincèrement notre ministre qui a éveillé notre conscience sur le problème et nous a instruit d'aller rapidement à cette réforme. Alors madame, comment les concernés vont-ils accueillir cette révision? Bon, nous avons démarré cette réforme au second semestre de la rentrée 2018-2019 avec les programmes des classes de seconde et nous avons eu à l'expérimenter à cette rentrée 2019-2020. Toutefois, les conditions d'inscription dans la série industrielle ont été exigeantes car il fallait avoir une moyenne minimale de 12 sur 20 à l'examen du BEPC en mathématiques et en sciences physiques pour être retenus. Donc, les élèves ont accueilli favorablement la réforme. Il y a eu de l'enthousiasme puisqu'ils savent que leur avenir en dépend. Ils ont compris que des opportunités vont davantage s'ouvrir à eux à partir de cette réforme. Qu'attendez-vous des étudiants de ces filières pour l'efficacité et l'effectivité de ce recadrage? Au niveau de nos élèves, nous attendons une bonne compréhension de la réforme. Nous attendons leur adhésion totale et surtout, nous attendons qu'ils mettent du sérieux dans le travail. Pour l'heure, quels sont les obstacles à cette révision? Parlant d'obstacles, nous ne pouvons dire pour l'heure que c'est le problème d'insuffisance d'enseignants de mathématiques et de sciences physiques. Madame Yabi Yawa, je rappelle que vous êtes la directrice adjointe de la pédagogie et programme au ministère de l'enseignement technique, de la formation et de l'insertion professionnelle. Notre entretien tire à sa fin. Votre message? Comme message, je dirais que cette révision des programmes a été possible grâce à la volonté manifeste de notre ministre qui a créé des conditions favorables d'une formation technique et professionnelle diversifiée et qualitative. Nous exprimons aussi notre reconnaissance à tous ceux qui ont contribué ou participé aux différents travaux de cette révision, notamment les enseignants et les inspecteurs, les cadres du ministère qui ont apporté leur expertise et engagement à relever ce défi national. Nous invitons et nous encourageons nos élèves inscrits dans ces différentes séries à plus d'engagement et de détermination afin de pouvoir devenir des témoins vivants de l'efficacité de cette réforme dans 2 ans. Nous saisissons aussi cette occasion pour inciter les jeunes filles à oser davantage en s'inscrivant dans ces séries industrielles, ce qui leur permettra d'embrasser de hautes carrières d'ingénierie. Nous invitons les inspecteurs, les chefs d'établissement, aussi bien du public que du privé, les censeurs, les chefs de travaux, les enseignants, les parents d'élèves. Bref, nous invitons tous les acteurs de notre système à nous accompagner dans la mise en œuvre de cette nouvelle orientation pour un meilleur devenir
de nos élèves. Madame Yabi, merci. C'est plutôt moi qui vous dis merci. Écho du palais. Certains chercheurs suggèrent que les humains pourraient avoir une prédisposition naturelle à la violence. D'autres pensent que plusieurs facteurs sont à l'origine de la violence et il arrive que les auteurs adoptent des comportements à risque. C'est ainsi que 2 frères accusés pour violence volontaire ayant entraîné la mort ont été acquittés par la cour d'assises de Lomé pour, bien entendu, insuffisance de preuves. Le récit des faits avec Hélène Assabi. Dans la nuit du 24 au 25 octobre 2012, le nommé Mawena était revenu de Djogbegan, porteur des résultats du tirage de loterie. Après avoir communiqué ses résultats au nommé Honoré, il naît entre lui et le sieur Kodjo une altercation relative à certains propos qu'il aurait tenus à ce dernier. Aidé par son petit frère Julien, qui n'a pas accepté que Mawena manque du respect à son grand frère, la dispute dégénéra très vite en bagarre. Alertés par les voix des protagonistes, les parents de Mawena allèrent le chercher pour le ramener à la maison. Mais la tension étant encore vive, un échange d'injures entre les 2 frères Kodjo et Julien et le père de Mawena ranima la flamme de la bagarre au cours de laquelle Dame Afi, mère de Mawena, s'affala au sol. Ranimée en vain, elle fut évacuée à dos de moto vers le centre de santé de Dania Peyemé. Chemin faisant, elle rendit l'âme. Les frères Kodjo et Julien sont interpellés par la gendarmerie pour avoir donné la mort à Dame Afi. Mais à l'enquête préliminaire et devant le juge d'instruction, les inculpés ont toujours clamé leur innocence. Cependant, il résulte du rapport d'expertise médico-légale que l'examen du corps de Dame Afi présente une tuméfaction de la pommette gauche de la face, une éraflure du pavillon gauche à sa partie supérieure du même côté que la pommette et une discrète bosse périatale gauche. D'après ces résultats, il est donc indéniable, contrairement au dire des inculpés, que Dame Afi a été violentée au cours de la bagarre. Il ressort aussi du témoignage en enquête préliminaire du nommé Kossi, qui a affirmé qu'au cours de la bagarre, Dame Afi, qui avait voulu voler au secours de son mari, a reçu un coup de poing venant de Julien. Elle a poussé un cri strident avant de s'écrouler. Malgré ces témoignages, la cour d'assises a décidé d'acquitter les 2 inculpés qui avaient déjà passé 6 ans en prison. Et selon leur avocat, maître Valérie Apefa Kakpo, les preuves évoquées ne sont pas suffisantes pour condamner ses clients. Dans ce dossier, il manque de preuves de la culpabilité de nos clients. En effet, nos clients sont poursuivis pour violence volontaire ayant entraîné la mort sans intention de la donner. Or, pour ce qui concerne cette infraction, pour qu'on accuse quelqu'un, il faut rapporter la preuve que l'accusé ait porté des coups sur la victime. Et en plus de ce fait, il faut également rapporter les preuves que, au moment de porter ces coups sur la victime, l'accusé avait l'intention de la tuer. À samedi prochain pour un autre numéro. Du sport et du football, la Ligue européenne des champions, les 8e de finale retour ont débuté. Lyon a tenu le bon bout face à la Juventus. Le club français se qualifie pour les quarts de finale. Fidèle Mawena. Vainqueur à l'aller par 1-0, Lyon a résisté au match retour sur le terrain de la Juve, 1-2. Memphis Depay ouvre le score pour Lyon sur pénalty à la 12e minute de jeu. Cristiano Ronaldo rétablit la parité à la 44e minute, toujours sur pénalty, puis inscrit un second but à la 60e minute. Juventus 2, Lyon 1. Un score malheureusement insuffisant à la Juventus pour se qualifier. Longtemps incertain en raison d'une blessure musculaire à la cuisse gauche, Paulo Dybala était finalement remplaçant contre Lyon. L'attaquant argentin de la Juventus est entré en jeu en seconde partie, plus précisément à la 70e minute, mais n'est pas resté longtemps sur la pelouse car, à nouveau blessé à la cuisse gauche, il a dû céder sa place. Le pari tenté par son entraîneur Maurizio Sarri
ne s'est pas avéré payant. Le deuxième match qui se jouait simultanément a opposé Manchester City au Real Madrid. Victoire à l'arrivée de City par 2-1. Les buts anglais ont été marqués à la 9e minute de jeu par Sterling et à la 68e minute de jeu par Gabriel Jesus. Karim Benzema, le seul et unique buteur de cette soirée pour le Real, a marqué à la 28e minute de jeu. L'Olympique lyonnais retrouve donc en quart de finale Manchester City le 15 août prochain. Ce samedi, au Camp Nou, le FC Barcelone reçoit Naples. Pour rappel, lors du match aller, les deux équipes s'étaient quittées sur un score de parité, un but partout. Plus de 5 mois après, à l'heure des retrouvailles, le Barça semble bien moins fort qu'en février. Après avoir perdu le titre, le Barça joue sa survie dans cette compétition sans deux de ses matadors. Sergio Busquets et Arturo Vidal sont suspendus pour ce rendez-vous. Dans le même secteur de jeu, Arthur Melo manque à l'appel. Rentré au Brésil pour un saut d'humeur, le Brésilien est allé au bras de fer avec les dirigeants Blaugrana. Il refuse de terminer la campagne européenne, des absences de taille qui ont poussé l'entraîneur du Barça à convoquer plusieurs jeunes joueurs inconnus du grand public. La seconde affiche de ce samedi est bien celle qui oppose Chelsea au Bayern Munich. Pour cette rencontre, Chelsea peut compter sur N'Golo Kanté, remis d'un claquage. Et nous passons à la revue de presse. Les parutions se sont intéressées cette semaine à l'affaire d'espionnage de certains évêques du Togo, publiée dans le journal Le Monde. Également dans les colonnes cette semaine, les dispositions prises par le gouvernement pour la réouverture des frontières aériennes avec dans la foulée le démarrage des examens nationaux. Le ton a été donné en début de semaine par les candidats au CPD. Léontine Atogima. Examen de fin d'année académique 2019-2020, les élèves du CM2 ont ouvert le bal, signale Togo Matin. Ils sont environ 208 000 candidats avec 52% de garçons et 48% de filles à composer sur toute l'étendue du territoire national pour l'obtention du certificat d'études du premier degré CEPD, ajoute Togo Presse. Les candidats ont composé dans le respect des mesures barrières, précise le dialogue. Le ministre en charge des enseignements primaires et secondaires, Afo Achadedi, a sillonné certains centres du Grand Lomé pour constater le démarrage effectif de l'examen et surtout de s'assurer du respect des consignes imposées dans le contexte de lutte contre la pandémie du coronavirus, renchérit le grand quotidien national. Vérité des peuples rappelle que les épreuves écrites ont pris fin jeudi, toujours dans le respect des mesures barrières. L'Université de Lomé s'organise aussi pour le respect de ces mesures dans le temple du savoir. Ainsi, l'Union pour la patrie annonce à sa une que les résidents universitaires ont été testés avant la reprise des clés. 452 étudiants ont suivi le test du Covid-19, précise Forum de la semaine. Toujours dans le cadre de la crise sanitaire, ouverture des frontières aériennes togolaises avec la reprise samedi dernier des vols internationaux, relate Togo Presse. Une réouverture sous haute surveillance, rajoute Togo Matin. Le quotidien privé indique que le site internet www.voyage.gouv.tg est disponible pour toutes les informations sur les conditions que doivent remplir les voyageurs. L'État se prépare déjà au pire. Des dispositions sont prises pour soutenir les hôtels à réquisitionner sur toute l'étendue du territoire pour le confinement des cas Covid-19, note l'Union pour la patrie. Rigueur et prudence sont de mise, trouve également l'hebdomadaire L'Audience. Togo Matin rappelle toutefois que la coordination de gestion et de riposte reste en alerte pendant les 2 prochaines semaines. Opération Pegasus pour espionner évêques et opposition, relève l'Indépendant Express. Ce mouchard d'une société israélienne est censé être destiné à la lutte contre le terrorisme, affirme l'Alternative. L'État togolais sur le banc des accusés, que dit la loi, s'interroge l'éveil de la nation.
Les parutions ont fait également mention dans leur colonne de la formation des 117 maires pour la gestion des collectivités locales, du lancement de téléachats pour la promotion des produits locaux et de l'annulation de la 17e édition de la Foire internationale de Lomé. Elles ont aussi fait cas du décès de l'ex-directeur des transports routiers et ferroviaires Agopé David. Pluriel, le magazine hebdomadaire de Radio Lomé. Mesdames et messieurs, ainsi s'achève ce magazine pluriel de ce samedi. Merci de nous avoir suivis et merci de nous rester fidèles. Suivez à présent notre chronique sensibilisation. Juliette Kandé nous parle aujourd'hui des oligo-éléments qui renforcent le système immunitaire chez l'homme. Bonne réception. Les nutriments et les oligo-éléments qui interviennent dans le renforcement du système immunitaire sont entre autres le zinc, les vitamines, le glutathion, les champignons, les épices et même l'eau. Les graines de courge ou le goussi chez nous sont une importante source de zinc. Dans quel autre aliment peut-on trouver le zinc? Tobossi Mathieu, consultant en naturopathie. Le germe de blé, que ce soit en paillettes ou bien en poudre directe, sa consommation nous permet d'avoir 16 mg de zinc pour 100 mg de germe de blé. Nous avons les champignons shiitake qui contiennent également le zinc. Nous avons la pastèque qui est abondante dans Lomé. Et nous avons aussi les noix de cajou qui sont torréfiées qu'on retrouve dans les supermarchés. C'est une bonne source de zinc aussi. Donc pour le zinc, voilà un peu là où on peut le retrouver. Nous avons les vitamines B. Ces vitamines B se retrouvent beaucoup plus dans les fruits, dans la viande rôtie, beaucoup plus, dans le poisson, dans l'œuf cuit, pas dans l'omelette. La vitamine B, c'est pas dans l'omelette, c'est dans l'œuf cuit que ça s'exprime beaucoup plus. Le poivron de couleur rouge, le soja contient de la vitamine B, l'avocat en contient, l'huile de tournesol aussi en contient. La vitamine C, elle autre, on en trouve dans le citron, dans l'orange, on en trouve dans l'ananas, on en trouve dans le persil aussi. Les provitamines A, elles autres, sont beaucoup plus présentes dans les fruits colorés, les fruits et légumineuses colorées. Donc nous avons les carottes, la papaye, la pamplemousse rose, pas la blanche, pamplemousse rose. Dans les légumes maintenant nous avons le goma qui contient une bonne dose de provitamine A. Vous avez aussi le moringa qui en contient, que ce soit en légumes ou bien en poudre, on en trouve. Le poivron, on trouve aussi de la vitamine A là-dedans. Le goussi, on en trouve dedans. La tomate fruit, on en trouve aussi dedans. Pour vitamine A, voilà un peu les sources. Concernant le glutathion, c'est un antioxydant qui stimule les défenses naturelles. Et c'est l'organisme qui en fabrique à partir de 3 acides aminés. De la glutamine, de la glycine et de la cystéine. Donc à base de ces 3 acides aminés, l'organisme fabrique le glutathion qu'il dépose dans le foie. Donc quelqu'un qui a un foie fragile, qui a un foie malade, sa défense immunitaire va baisser, forcément et immanquablement. Donc, quand nous chantons tout le temps de prendre soin de son foie pour pouvoir permettre à l'organisme de bien se porter, voilà un peu les raisons. Notez que le gel de blé et les champignons shiitake se vendent dans nos supermarchés. Ces aliments renforcent l'immunité contre les maladies comme le Covid-19, mais ne remplacent pas les gestes barrières. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg